on cherchait à faire un anagramme en mélangeant les lettres de DevFest, mais on n'a pas trouvé. Voilà. Donc si vous avez des idées, vous nous les soufflez. Bonjour à tous, donc, je m'appelle Nicolas Deloff et il m'arrive de sortir sans mon masque de canard. Je suis Docker Captain parce que j'anime une chaîne sur YouTube qui s'appelle Quad 9 Docker. Je vous invite à vous y abonner, vous verrez comme ça que je n'ai rien publié depuis 4 mois. Et sinon, il m'arrive aussi de travailler chez CloudBees. Je viens de rejoindre le CTO Office, c'est-à-dire que je fais tous les trucs que le CTO n'a pas le temps de faire. Je suis bouche-trou, quoi, dit autrement. Moi, je m'appelle Johan Dubreuil, je suis aussi collègue de Nico, je travaille chez CloudBees. Moi, je m'occupe de maintenir le produit Dev@Cloud, donc le Jenkins hosté de CloudBees. Et j'aide un petit peu l'équipe en ce moment Blueocean. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce plugin qui est en bêta pour faire une UI un petit peu plus sympa pour Jenkins. Je les aide un petit peu sur les côtés infrastructure. Voilà. Alors, donc aujourd'hui, on va vous parler. Alors, on a nommé cette conf Containers Jungle. L'idée, c'est de vous parler des différents runtime de conteneurs. Parce que quand je fais des présentations sur Docker, il y a tout le temps quelqu'un qui va me dire « Ouais, mais du coup, qu'est-ce que tu penses de Rocket? Qu'est-ce que tu penses de machin ?» Et moi, j'utilise LXC, et ainsi de suite. Et ça part dans des discussions à n'en plus finir. Alors, pourquoi Jungle? Parce que d'une part, je pense qu'en sortant de cette conférence, vous allez avoir une bonne jungle dans votre tête. Et aussi parce que historiquement, donc ça, c'est une photo des anciens bureaux de Docker à San Francisco qui avait été décoré en mode jungle avec des plantes vertes partout, ce qui était quand même assez très, très californien dans l'approche startup, de vraiment beaucoup pousser la déco de la boîte avant de faire des sous. Alors, que les choses soient claires, hein, si vous espérez qu'on va faire beaucoup de lignes de commande, de démos, où on vient plonger très profondément dans les détails de ces différents outils, ben, vous n'êtes pas à la bonne conférence. Là, on va balayer le sujet. Par contre, vous risquez, si vraiment vous vouliez faire un comparatif très très profond entre Docker et Rocket, ben, malheureusement, c'est pas ici que ça va se passer. Voilà, vous pouvez encore rejoindre les autres salles. On vous en voudra pas. Alors, pour commencer, on va poser une petite question. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui savent ce que c'est que ce truc? Donc, c'est pas une grille de loto, hein, je précise. Donc ça, monsieur l'expert. Perforée, apparemment. Il y a une carte perforée, puisqu'il y a une époque où en fait, le boulot d'informaticien consistait à faire des trous dans des cartons, un peu comme le poinçonneur des lilas, mais en version informatique. Voilà. Et à cette époque, en fait, on avait une machine très monoprocesseur, puisqu'on avait une personne qui faisait manger les cartes à la machine. Donc au niveau utilisation des ressources informatiques, c'était assez, on va dire, les paquets se suivaient, on lançait le programme. Et les programmes étaient exécutés assez sériellement les uns après les autres, quoi. Alors par contre, gros avantage en termes d'architecture, hein, c'était purement séquentiel. Bon, faut dire que c'était des machines qui avaient 8 bits et qui tournaient en kilohertz. Donc, bon, on n'avait pas de problème de parallélisme à cette époque-là. Bon, et puis après, il y a des gens qui... la technologie a évolué, puis il y a des gens qui vont commencer à réfléchir à des trucs, à se dire, mais on va pouvoir faire tourner plusieurs tâches en parallèle, parce qu'on a miniaturisé, on a augmenté les vitesses, et puis surtout, on a des bandes magnétiques, donc on n'a plus besoin de perdre du temps à charger des paquets de carton. L'idée, c'était, voilà, l'informatique, le matériel coûte cher, on voudrait bien rendre ça multitâche pour que beaucoup de gens puissent accéder en même temps à la machine, et donc c'est de là qu'est né Unix, système multiprocesseur, où on partage une ressource entre plusieurs utilisateurs, en fait. Voilà, bon ça, je pense que tout le monde est au courant. Voilà. Donc jusqu'ici, je pense qu'on n'a pas, on enfonce des portes ouvertes. Ce qui est intéressant dans tout ça, c'est que voilà, quand on a un système d'exploitation multitâche, donc on a plusieurs tâches, et le problème, c'est qu'il va falloir s'arranger pour que chaque tâche ait sa part du gâteau et ne se fasse pas marcher sur les pieds par sa voisine qui pourrait lui vouloir beaucoup de mal, parce que parfois, en plus, il y a des tâches qui sont vraiment méchantes. Donc dans notre cas, par exemple, notre process, on va vouloir l'isoler de son voisin. Alors il existe des techniques en tout genre depuis longtemps, typiquement le chroot, qui permet de changer la racine du file system, en sachant que c'est un système à double sens, donc l'isolation elle est un peu pourrie. Alors moi je compare ça en général un peu à l'isolation en mode open space. Si vous avez travaillé en open space avec ces petites cloisons qui s'arrêtent là, bon, quand vous êtes assis à votre bureau, effectivement vous ne voyez pas trop les voisins, mais enfin il suffit qu'il y en ait un qui se lève et qui gueule, il emmerde tout le monde. C'est clair. Donc il y a des processus des mécanismes un peu plus évolués qui ont été introduits dans le noyau. Et c'est ce qu'on appelle les namespaces. Donc là, par exemple, ça va permettre que mon process soit isolé d'un Hello Kitty, parce qu'il ne faut quand même pas déconner, par ce qu'on appelle le PID namespace, c'est-à-dire qu'il ne va pas être capable, lorsqu'il liste les process, de voir ses petits camarades. Donc une façon d'illustrer ça, elle est très très simple. Je vais vous demander à tous ceux qui ont une main de lever la main.
J'en vois qui n'ont pas de main, c'est fou ça. Et maintenant, je vais pas. Donc ça, c'est un PS-EF. Hein, tout le monde répond. Wouhou. Et maintenant, je vais faire une autre question. C'est Wer kann Deutsch sprechen? Voilà. Et là, j'ai donc appliqué un filtre. Enfin, en fait, c'est plutôt l'éducation nationale qui vous a injecté un filtre. Pour ceux qui se rappellent encore un peu de leur allemand. Et c'est à peu près ça, en fait, ce qui se passe avec un namespace. C'est qu'on fait globalement le même appel système. Par contre, le système va filtrer par rapport à mon identité à moi, qui dans ce cas-là était que je parle allemand, et va me retourner une liste réduite. Donc c'est ce qui se fait quand on va utiliser les API qui permettent d'accéder aux autres process pour les identifier, pour avoir leur identifiant. Donc si on ne connaît pas leur identifiant, c'est forcément plus difficile de venir leur écraser les pieds. Mais ça ne suffit pas. Il y en a un autre, typiquement, c'est le namespace appliqué au montage file system. Que, je vous parlais du chroot tout à l'heure, là on va aller un petit peu au-delà, c'est-à-dire que les montages faits par un process ne sont pas vus par les autres process. Ça évite d'accéder aux fichiers des petits voisins. Il y en a un autre qui est mis en place, c'est tout ce qui va être accès à la stack réseau, chacun à la sienne, comme ça évite les ennuis. De la même manière, on en a un, alors historiquement c'est le premier qui a été mis en place, c'est le namespace qui vous permet d'accéder au nom de votre machine. Quand vous faites un hostname et que ça vous dit votre machine s'appelle MacBook Nicolas. Bon là vous n'êtes pas sous Linux dans ces cas-là, mais bref, c'est l'idée. Et alors ce qui est marrant, c'est que historiquement c'est le premier qui a été mis en place parce que l'idée c'était typiquement de pouvoir héberger plusieurs serveurs web dont le fonctionnement par défaut était de dire je suis un serveur web pour la machine, bah, comment t'appelles-tu machine? Alors depuis on a des virtualhosts et tout un tas de trucs qui font ça très bien, mais c'est ce qui a permis d'introduire ce genre de concept. Alors on en a d'autres. Tout ce qui est inter-processus call, alors ça c'est vrai que c'est des choses qu'on fait un peu moins, ou en tout cas qui sont masquées, tout ce qui va être mémoire partagée, sémaphore et tous ces trucs-là. C'est sûr, si vous allez commencer à écraser la mémoire partagée d'un autre process, c'est possible qu'il apprécie modérément. Et un dernier qui me permet de refermer la boîte, qui s'appelle le user namespace, qui est vachement intéressant parce que ça permet à ce que mon process dans sa boîte, son user ID au sens unique du terme, n'est pas le même que vu du point de vue hôte. C'est vachement intéressant parce que ça va permettre de dire à mon process que par exemple tu tournes en route parce qu'il y a des choses qui pour toi nécessitent de tourner en route, mais en fait tu n'es pas vraiment en route. En général on n'aime pas trop être route. C'est ça. Sur une production en tout cas. Et donc là on obtient une boîte. Une boîte, ouais, il y en a qui ont dit conteneur, mais qui n'ont pas trop osé, peut-être qu'ils ont déjà vu la blague. Donc ouais, ça s'appelle une boîte à chaussures, ça. On va dire qu'à ce niveau-là, déjà, on a augmenté l'isolation qu'on a entre les process par rapport à l'origine de l'idée d'Unix, qui était effectivement de permettre à plusieurs utilisateurs d'accéder à une machine. On va là essayer de isoler plus que ce qui existait, on va dire jusque dans les années 2000. On va essayer de mieux isoler les process pour qu'ils se voient moins entre eux, qu'il y ait de moins en moins d'adhérence, même s'ils tournent toujours sur la même machine et que le principe, c'est toujours de partager des ressources. Alors là, on a fait un progrès. On est passé donc, de l'isolation open space à l'isolation Formule 1. Si vous avez déjà dormi dans un hôtel Formule 1, effectivement, vous ne voyez pas les voisins. Par contre, s'il rentre tard et qu'il fait du bordel, bah, il vous réveille, hein, pas de doute. Hein. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter une petite couche par-dessus. On va renforcer un peu tout ça. Si j'arrive à cliquer, voilà. On va mettre des renforts sur notre boîte, et ça, c'est ce qu'on appelle les control groups. Alors, l'idée des control groups, en gros, pour faire très simple, ça consiste à donner des quotas. C'est-à-dire que ce qui va être dans la boîte ne va pas pouvoir utiliser plus de temps de mémoire, ne va pas pouvoir utiliser plus que telle proportion de CPU, ne va pas pouvoir consommer plus que tel quota d'IO de type bloc, et ce genre de choses, on va être capable de contraindre le process. Alors évidemment, quand on en met plusieurs côte à côte, on fait un peu de surallocation, mais ça permet de dire typiquement, mon programme, normalement, mon application, elle va consommer jusqu'à tant de mémoire, mais si elle dépassait ça, c'est pas logique qu'elle ait besoin de dépasser ça. S'il y en a parmi vous, par exemple, qui ont déjà utilisé des belles saloperies comme un WebSphere Commerce Server avec 3 applications déployées dessus et que le truc part en out of memory avec un dump de 4 gigaoctets, et bah voilà, on ne sait pas trop quoi faire. Là, l'idée, c'est de se dire, c'est quand même vachement plus simple, ça rejoint un peu l'approche microservice, de dire mes applications, je les mets dans des boîtes où je suis capable de les contraindre raisonnablement pour être capable de détecter quand quelque chose ne se passe pas bien, et puis surtout d'éviter d'embêter les voisins. Donc ça, c'est les contrôle groupes, mais ça ne suffit pas encore pour avoir un conteneur. Là, on a une jolie boîte en carton. En fait, on va la renforcer un peu, à mettre des jolis grillages. On va faire appel à des mécanismes qui peuvent vous rappeler un petit peu ce qu'on fait en firewall quand on parle de réseau. Donc il y en a un qui s'appelle seccomp. Ça consiste en fait à prendre l'ensemble des appels noyaux
combien y a-t-il d'appels noyaux dans le... Plusieurs centaines. Plein, voilà. Bon, de les prendre tous et puis de se rendre compte qu'il y en a quand même un bon paquet pour lequel une application de gestion classique n'a vraiment absolument pas besoin d'accéder à ces trucs-là. Et donc du coup, en fait, on va tout simplement les blacklister. Ça t'as droit, ça t'as pas droit, ça t'as droit, ça t'as pas droit. Et de l'autre côté, des mécanismes de type AppArmor, là, vont être un peu plus raffinés, vont être orthogonaux en fait à ça. Ils vont permettre de dire sur quel objet on a droit d'intervenir. Alors rappelez-vous, philosophie Linux, tout est fichier. Presque. L'idée, c'est de dire en fait le chemin d'une ressource, le chemin fichier d'une ressource permet de dire cette ressource-là, tu y as droit en lecture seule, tu n'y as pas droit du tout. Et c'est ce qui va permettre effectivement de dire dans le conteneur, il n'y a vraiment aucune raison que tu ailles chercher quelque chose comme un /proc /kernel memory ou des trucs dans ce genre-là, parce qu'un programme normalement constitué n'a vraiment pas de raison d'aller faire ça. Alors, il y a une alternative à ça sur les systèmes Red Hat qui s'appelle SE Linux, qui reprend le même principe avec une approche un peu différente, mais on va pas. Voilà, donc les deux existent. Donc là, on commence à avoir un truc qui devient un peu plus bétonné. Alors il y a encore 2-3 petits mécanismes qui constituent les conteneurs tels qu'on les pratique aujourd'hui, mais vous avez l'idée générale. Alors ce que vous aurez remarqué là, c'est qu'ici, on parle de mécanisme du noyau. Si on regarde les sources du noyau, alors il y a certes le mot container qui apparaît à plusieurs endroits parce qu'il y a des structures de données, mais le container au sens où on l'entend aujourd'hui avec Docker et compagnie n'existe pas au niveau du noyau. Par contre, ces mécanismes de AppArmor et ainsi de suite, et eux existent mais peuvent être utilisés de manière totalement indépendante. Voilà. C'est la combinaison en fait qui crée ce fameux conteneur. Donc là, du coup, à la fin, on a un système qui permet d'isoler beaucoup mieux que ce qui existait avant un process. Et au final, quelque part, c'est la suite de l'idée d'Unix de pouvoir partager des ressources tout en isolant au maximum les process les uns des autres pour qu'ils ne se voient pas, qu'ils ne se gênent pas, et d'optimiser l'utilisation des ressources partagées, quoi. Donc bien sûr, quand on parle de conteneur, on pense à celui-là. Vous connaissez ? Plus connu. Ouais, bon. Alors, ce qui est intéressant, c'est que jusqu'à la version 0.6 de Docker, en fait, Docker était un outil qui générait un fichier de configuration pour un autre outil qui s'appelle Elixir, qui était moins connu parce que faut quand même être un peu barbu déjà pour réussir à écrire à la mano une configuration Elixir. Alors après, il y a des gens qui vont dire « Ouais, quand même, c'est des salauds, ils font plein de thunes avec Docker alors que c'est les mecs de Elixir qui ont écrit tout ça. » Bon. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que les mecs de Elixir sont repartis d'une autre solution qui s'appelait OpenVZ, qui s'appelait aussi les Linux Containers d'ailleurs. Je sais plus. Enfin, ils ont utilisé les appels système qui ont été, on va dire, intégrés au fur et à mesure dans le noyau Linux pour permettre de faire cette isolation. En fait, c'est ça le mécanisme de container, c'est en fait d'utiliser des différents appels noyaux pour faire de l'isolation. Typiquement, les control groups, en fait, c'est quelque chose qui a été développé par Google en 2006, il me semble, qui a été proposé comme patch au noyau Linux et intégré dans le noyau Linux. C'est une des composantes des mécanismes de container. Et donc, toutes ces choses-là, en fait, les gens d'OpenVZ, de Elixir et aujourd'hui de Docker les utilisent parce qu'en fait, tous mis bout à bout permettent de raconter cette histoire de conteneur. Alors, je vous disais jusqu'à la version 0.6 parce que, effectivement, l'équipe de Docker, un beau matin, s'est réveillée en disant on va tout réécrire en gros, on va appeler ça libcontainer. Alors, à cette époque-là, il y a des gens qui ont réagi en disant ils sont trop forts chez Docker. Les mecs de Elixir, ça fait 10 ans qu'ils essayent de faire un truc de conteneur. Chez Docker, en 2 mois, ils l'ont recodé. Voilà. Oui, en fait, ils ont recodé les appels système. Les appels, ils sont là, les mecs, ils ont cravaché pour les faire rentrer, et ils ont recodé juste l'ordonnancement correct des appels pour créer cet enrobage autour d'un process. Alors bon, le petit jeu de réécrire des runtime de conteneurs, en fait, c'est à la mode en ce moment. Vous avez peut-être vu dans l'actualité que les gens de Mesos sont en train d'écrire leur runtime eux aussi. Voilà, jusqu'à une certaine époque, ils avaient un runtime à eux assez simple, on va dire. Ils ont basculé sur Docker, et aujourd'hui, finalement, ils reviennent à écrire leur propre système pour isoler de manière un peu différente les process, parce qu'ils n'ont pas tout à fait les mêmes besoins que les personnes de Docker. Par exemple, chez Mesos, ils ont une solution pour partager du GPU, donc ils ont besoin d'isoler les process pour les accès GPU. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas dans Docker, donc ils se sont lancés à réécrire un runtime de conteneur, parce qu'ils ont une roadmap un peu différente de Docker. C'est plus facile en fait d'écrire son propre runtime qui match exactement le use case de l'outil, que de se dire on va reprendre une brique existante qui finalement se contente d'appeler le système pour faire le setup. Dans le même genre, il y a Kubernetes qui travaille sur une implémentation compatible OCI, on va en parler pour son framework. Et il y a eu une autre solution de conteneur qui a fait pas mal de bruit. Alors pour raconter un petit peu la petite histoire, en fait ça s'est passé en 2014, décembre 2014, à un moment où il y avait la DockerCon à Amsterdam. Donc
pendant la semaine qui précède cet événement, vous avez tous les exécutifs de Docker qui font le tour de tous les partenaires pour préparer les annonces, histoire que voilà, tout le monde soit coordonné en termes de communication. Donc, entre autres, ils rencontrent les gens de CoreOS, et puis tout ce petit monde monte dans un avion pour aller à Amsterdam, et pendant qu'ils sont en vol, il y a un blog sur le blog de CoreOS qui sort en disant Docker c'est tout pourri, nous on lance Rocket. Ce qui est d'une élégance rare. Alors, l'article est toujours en ligne, je vous laisserai juge d'aller voir comment il est écrit, mais c'est un article qui cible pas des gens techniques. En gros, oui, ils disent Docker c'est de la merde, dans les grandes lignes, et il y a 2-3 petits arguments qui sont très peu développés. Alors c'est assez dommage d'ailleurs parce que c'est des arguments qui sont au final qui peuvent se justifier. Le plus gros argument qu'ils ont, c'est de dire Docker c'est un exécutable qui fait tout, qui fait à la fois client, qui fait à la fois démon, qui gère l'authentification du client, qui gère le push et le pull des images, qui gère tout un tas de trucs, et qui à un moment a besoin d'être root parce qu'il démarre des conteneurs. Et donc du coup, tout le monde a besoin d'être root, même le client a besoin d'être root. Vous tapez une commande Docker run, il faut que vous soyez root. Ce qui est quand même... Bon. Et donc ça c'était le premier argument. Il y avait aussi des arguments par rapport à la façon dont il s'intègre avec l'existant, entre autres avec systemd, qui est l'init du système, en disant il y a le systemd, il gère les process, et puis il y a Docker, il gère des process, et il y en a deux trucs qui gèrent les process. Il y en a quand même un de trop. Hein, comme dirait Christophe Lambert, il ne doit en rester qu'un. Donc, le résultat de ça, c'est que la keynote de la DockerCon a été un petit peu modifiée, et ils ont annoncé l'Open Container Initiative. Alors, ils ont un petit peu surréagi, très clairement. Par contre, ça a un énorme avantage pour nous, aujourd'hui, c'est que quand vous créez une image Docker, elle est compatible OCI. Si vous la faites tourner avec Docker, évidemment, elle va marcher. Par contre, si pour une raison quelconque, vous avez besoin de changer de runtime, s'il est compatible OCI, ce qui est le cas de tous les runtimes, vous allez pouvoir effectivement réutiliser votre image. Alors, il y aura certainement tout un tas de trucs que vous allez devoir réécrire parce que la façon dont Rocket crée un network n'est pas la même façon dont Docker crée un network. Par contre, le conteneur lui-même va pouvoir être démarré à partir de la même image. C'est l'avantage de standardiser. Tout ça, c'est géré par la Linux Foundation. Donc là, typiquement, sur Mesos, c'est ce qu'ils ont fait. En fait, ils supportent plein d'images différentes qui viennent de Docker, de Rocket, etc. Et ils les lancent avec leur propre runtime. Ils n'ont pas refait un format de container spécial, un format d'image spécial. Ils réutilisent la spec aussi. On évite déjà ça. Voilà. Parce que, au final, tout ce qui compte, c'est pas tellement le runtime que vous avez, c'est le noyau que vous avez. Voilà, ce qui compte, c'est ce qu'il y a en dessous, donc ce qu'on a déjà un peu dit. Finalement, c'est que dans le noyau Linux, il y a tout ce qu'il faut aujourd'hui pour faire des conteneurs et bien isoler les processus les uns entre les autres. Ouais, on discutait dans la voiture en venant, justement, il y a un article de blog qui est passé où il y a quelqu'un qui dit « Nous, on a voulu faire du Docker, on l'a mis en prod, on s'est pris les pieds dans le tapis, on a très mal et on trouve ça terriblement nul. » Et en fait, quand on regarde un peu l'article, ils ont quand même un noyau Linux qui est un peu antédiluvien. Voilà, et on se dit, en fait, c'est-à-dire que c'est bien gentil d'essayer Docker, mais ça serait bien aussi d'avoir un système à jour, quoi. Bon, voilà, ça c'était juste pour le troll. Alors, l'implémentation qui est faite par Docker, elle s'appelle Runc. Avec Docker, il s'amuse à faire des logos rigolos parce qu'ils ont une dessinatrice qui les aide, donc ils en profitent. Donc ça, vous pouvez l'utiliser tel quel, si ça vous amuse, ou avec Docker. Par contre, ce qui est intéressant dans le découpage qu'il y a aujourd'hui, donc on a un client, on a un démon qui gère l'authentification, push-pull, tout ça, un démon qui gère les conteneurs, et Runc qui est juste là pour faire le setup, les namespaces, les cgroups et ainsi de suite. Donc faire en fait le runtime, ce qui vraiment parle au noyau, et créer l'isolation en fait. Finalement, ils ont extrait de Docker donc la partie isolation. Ils en ont fait une API qui est donc normalisée à l'OCI. Donc c'est ça Runc. Et ça permet aussi d'ouvrir à d'autres façons d'isoler un process en fait. Voilà. Ce qui est intéressant d'ailleurs, si vous voulez un petit peu creuser ça, il y a au Container Camp UK, il y a Liz Rice qui a une session où elle écrit en Go, en 40 minutes live, elle écrit un runtime de conteneur. Light, il manque pas mal de choses, mais elle vous explique effectivement que c'est pas compliqué et c'est l'équivalent du code qu'il y a dans Runc. Il y a les mêmes exemples, par exemple en Bash, où en quelques heures, on peut réécrire quelque chose de simple. Si vraiment vous avez que ça à faire. Alors, ce qui est intéressant avec ce découpage, c'est que du coup, on se retrouve avec l'infrastructure Docker, c'est-à-dire le client, le démon, les mécanismes de push-pull d'images, l'authentification, tout le setup qui est fait par Docker en termes de network, de volume, enfin, toutes ces approches-là qui sont quand même une valeur ajoutée importante de Docker. Et puis, il y a la dernière étape qui est le bootstrap du conteneur. Et celle-là, en fait, on peut la remplacer par autre chose. Alors, il y a des projets, par exemple Runv, qui est développé par Hyper, qui consiste à dire on a une image
de conteneurs, en rajoutant le petit bout de noyau qui va bien, en fait, on peut très bien démarrer ça directement sur un hyperviseur. Donc là, on a une isolation en mode machine virtuelle, mais sans avoir la lourdeur d'une machine virtuelle, lourdeur entre guillemets. C'est-à-dire qu'avec un hyperviseur qui a été bien taillé pour ne démarrer que ce kernel-là, parce qu'on sait de toute façon ce qu'on met dedans, il va être capable de démarrer un container en très très peu de temps. Intel travaille aussi sur quelque chose d'équivalent. Clear Container c'est la même chose avec KVM en fait. Donc l'idée c'est de quand même démarrer une machine virtuelle pour démarrer un conteneur parce qu'on a une meilleure isolation quand on est dans sa propre machine virtuelle que sur un host Unix puisqu'on a moins d'appels noyaux accessibles en fait. Donc pour des raisons de sécurité, il y a des gens qui essayent de limiter en fait la surface de contact entre l'host et le process qui est démarré dans le container en fait. Et utiliser un hyperviseur, ça permet de réduire cette surface d'attaque. Alors en fait, dans le même esprit, il y a des projets qui sont plus ou moins avancés, certains sont presque vraiment à l'idée de projet pour l'instant, qui ont pour objectif de dire on pourrait porter le mécanisme de Docker à d'autres systèmes, typiquement à Solaris, à BSD, qui eux aussi ont des mécanismes de conteneurs. Bon, évidemment, les noyaux sont différents, donc ce n'est pas exactement les mêmes implémentations, mais l'idée générale est la même. Sous Solaris, c'est ce qu'on appelle les zones, sous BSD, c'est ce qu'on appelle les jails, ça date pas d'hier. Je crois que les jails, c'était 2003, si je ne dis pas de conneries, un truc dans ce genre-là. Enfin, vous sentez que bon, c'est un truc qui est quand même relativement mûr. Hein. Bon, il y a les Windows Containers, bon, ça c'est autre chose. Mais bon, l'idée est la même. On prend les Windows Containers, en fait, ils ont injecté dans le noyau Windows la capacité de faire des conteneurs en matchant l'API définie par Docker. Il manquait des bouts de code dans le noyau, bon, ils les ont rajoutés. En fait, le niveau de granularité est vraiment bon par rapport à ça. On est capable d'adresser plein de mécanismes. Alors, on pourrait se dire qu'on pourrait venir greffer Rocket à cet endroit-là. Il y a une petite limitation, c'est que, on en reparlera tout à l'heure quand vous verrez des photos d'oignons, mais Rocket gère la façon dont votre process accède au file system. Donc il y a une phase de préparation, et dans la structure de RunC, toute la préparation doit être faite en amont. Donc il y a un petit mismatch. Et puis si on veut aller un petit peu plus loin, en fait, si on est fan de systemd, systemd en fait, qui est donc l'init de votre système, qui entre autres positionne des C-groupes sur les services que vous démarrez, et on peut l'utiliser en ligne de commande pour démarrer un conteneur. Bon, la ligne de commande, elle est un petit peu complexe. Ouais, l'idée, c'est que systemd, en fait, ça gère déjà tous les autres process de sa machine, et il y a beaucoup d'administrateurs système qui utilisent ça pour faire gérer les process qui tournent sur une machine, les redémarrer, les superviser, etc. Donc on peut très bien démarrer un conteneur, mais en le supervisant par systemd. En fait, quelque part, ce que fait le Docker, c'est de monitorer des process, donc c'est la même feature, on va dire, quoi. Voilà, donc si on vous laisse l'exercice ce soir de prendre votre ligne de commande et de lancer un systemd enspawn pour démarrer un conteneur à partir d'une image OCI. Et celui qui y arrive gagne une place au Bricecamp. D'ailleurs, on peut annoncer les dates. C'est quoi les dates? Parce que je ne suis pas fort avec les dates. 19 au 21 avril. Voilà. Alors, du coup, là, je pense que vous avez compris qu'effectivement, tous ces runtime, il y a des petites nuances sur l'implémentation, des petits deltas, mais bon, globalement, enfin, ils se basent tous sur quelque chose qui est dans le noyau. Tout le monde a le même noyau, peu importe quel runtime vous installez. Ce qui va faire la force d'un outil, son intérêt pour vous, c'est l'écosystème qui est autour et les fonctionnalités, les fonctionnalités qu'il vous apporte. Là, c'est typiquement quelque chose sur lequel Docker fait très fort, et c'est d'ailleurs là-dessus qu'il communique, c'est la continuité entre votre poste de développement où vous lancez une image, la façon dont vous la publiez, la façon dont vous la validez sur votre continuous deployment, la façon dont vous la déployez sur vos serveurs, la façon dont vous l'exécutez. Parce que typiquement, Rocket, effectivement, ça lance des conteneurs, mais le conteneur, il sort d'où? Bon. Et de la même manière, tout ce qui va être features, c'est comment je fais pour que tout ça, ça marche bien avec mon réseau. Est-ce que ça va s'intégrer intelligemment avec mes routeurs Cisco qui, eux, savent faire de l'encryption matérielle des flux IPsec? Ça serait un peu idiot de les recoder en logiciel sur 5 strates au-dessus. Donc voilà, c'est vraiment ça l'idée. Et donc là, logiquement, vous vous dites, ouais, on est bien dans la jungle, là. Il n'y a pas de problème. Hein, ils ont dit plein de mots grossiers depuis le début, mais sauf que je ne suis pas beaucoup plus avancé. L'idée ici, en fait, c'est de bien vous faire comprendre que quand on commence à parler de runtime, on rentre dans des débats sans fin, dans lesquels il y en a toujours un qui a un argument implacable pour dire que machin c'est mieux que truc. Et le résultat d'ailleurs de ces débats n'est pas forcément celui qu'on attend. C'est ça. Et donc l'idée en fait de ce qu'il faut faire, c'est partir de ces usages pour choisir finalement son container de runtime et son container
Voilà, son runtime. Son runtime de conteneur, je vais y arriver dans le bon sens. Et ce qui est important finalement, c'est toutes les features au-dessus qu'apportent les produits. Donc c'est ça en fait qui est important de regarder. C'est pas juste le fait qu'on a un conteneur. Alors typiquement, quand on parle de conteneurs, s'il y en a parmi vous qui ont essayé de faire des conteneurs sur leur poste de dev, on fait un Docker run Ubuntu, on a un Ubuntu, ça démarre, pouf, c'est génial. Alors que quand on devait faire un Vagrant Up ou aller chercher dans VirtualBox, c'est toujours un petit peu laborieux. Et donc ça, on a tendance à se dire, en fait, un conteneur, j'ai beau savoir que c'est pas une VM, mais mince, ça ressemble vachement quand même. Ça, c'est ce qu'on appelle parfois des machine containers. C'est cette idée de dire, je prends mon existant, je le fous dans un conteneur, et puis je garde ma façon habituelle de le gérer. Je mets mon agent Nagios, je mets mon agent Poupette dedans, et je fais des mises à jour et tout ça. Et c'est possible. Et ça, c'est ce que fait un outil comme LXD voilà. Aujourd'hui. Qui s'appelle LXD aujourd'hui. L'idée, c'est faire de la virtualisation légère, facile, efficace. Et donc, on transpose les charges qu'on avait sur des machines physiques, on les met directement dans des conteneurs plutôt que de les mettre dans des machines virtuelles, parce qu'on a une meilleure, on va dire, on arrive à mieux répartir les ressources, on arrive à mieux utiliser les ressources disponibles. Donc typiquement, une image LXC, lorsqu'on va démarrer une Ubuntu, on va avoir un init, on va avoir un syslog, on va avoir un cron, on va avoir tous ces trucs-là. Un conteneur de type process conteneur, c'est typiquement ce que vous dit Docker, un process par container. L'idée, c'est ça match l'approche microservice, c'est de dire, je prends chaque élément de mon architecture, je mets chacun dans une petite boîte qui est juste à la bonne taille, et je dois réussir à ce que tout le monde communique. Donc évidemment, il y a un surcoût au moment de la définition de votre architecture qui consiste à dire, ouais, mais en fait, mon applicatif, il a besoin d'un cron à un moment, il faut que je déploie un conteneur de cron et puis que je les fasse communiquer entre eux. Par contre, évidemment, ça va vous permettre vraiment de jongler très très finement sur ce qui se passe. Là, typiquement, ça, c'est pour des applications qui sont nouvelles. Quand on crée une nouvelle architecture, on se dit, tiens, on va se mettre en microservice, on a un process par conteneur, etc. On peut facilement rentrer dans ce modèle-là. Quand on migre des vieilles applications qui avaient un historique, une certaine façon d'être utilisées par des ops, déjà passer au modèle machine container, ça permet quand même de profiter de la légèreté, de la virtualisation légère, enfin des conteneurs du coup. Et on gagne déjà quelque chose. Alors il y a une autre catégorie, on en discutait tout à l'heure dans la voiture en venant, parce que c'est quelque chose, c'est super intéressant, ce qu'on appelle aujourd'hui, enfin ça prend un nom, j'appelle ça les packaging containers, c'est ce que fait Ubuntu avec Snap. Alors s'il y en a parmi vous qui ont un Mac, malgré tous les défauts en tout genre que peut avoir le matériel Apple et la philosophie Apple, il y en a un qui est très intéressant, c'est le côté j'installe une application, je prends l'icône de l'application, je la dépose dans mon répertoire application et c'est fini, c'est installé. Ça, c'est cool. Parce que le apt-get, machin, qui me flingue mon paquet Python, une des difficultés de Linux, c'est d'avoir des systèmes de packaging différents par distribution. Et ce mécanisme Snap, là, en fait, ça utilise les containers donc pour faire, on va dire, standardiser pour toutes les distributions la façon dont on construit une application, en fait. Donc ça va permettre de monter des file systems qui vont bien pour une application, etc. Et chaque application est dans son isolation. Donc l'intérêt aussi, c'est d'éviter d'avoir des applications qui accèdent à certains fichiers dans votre home-dir, qu'elles n'ont pas le droit, etc., de limiter les privilèges et de simplifier le déploiement, la distribution d'applications. Finalement, c'est un peu ce que Docker propose quand on démarre, je sais pas, sur son poste de dev, un Elasticsearch, une base de données, etc. On a vite une application disponible dans son environnement de travail pour bosser. Si vous l'utilisez avec Docker for Desktop, donc Docker for Mac, Docker for Windows, comme vous avez un binding du port, effectivement, vous n'allez pas démarrer 4 serveurs Apache. Vous faites un Docker run Apache, vous avez un Apache sur le port 80, point, c'est fini. Là, l'idée, c'est la même, c'est vous installez je ne sais quel applicatif avec un packaging container, les commandes vont être ajoutées à votre système. Par contre, le process s'exécute dans un conteneur. On est vraiment entre les deux mondes. Puis ensuite, on a un truc, là j'ai piqué ça à Ludovic Champenois qui l'a tweeté aujourd'hui, on a les data center conteneurs. Alors ça, c'est un truc qu'avait fait Sun il y a longtemps. En fait, au lieu de faire des conteneurs dans un data center, à l'époque, ils ont fait des data centers dans un conteneur. Ils ont juste pris le truc à l'envers. Donc, vous l'avez compris, là, quand on commence à partir dans ces débats-là, c'est un peu compliqué. Et en fait, un des points en fait, dans ces débats de est-ce que mon runtime de conteneur est mieux que le tien, c'est qu'en général, on est en train de réfléchir à comment mon conteneur va s'intégrer au niveau de mon système sur ma machine unique. Typiquement, est-ce que c'est de la responsabilité de systemd de redémarrer mon service Apache que j'ai déployé en tant que conteneur, ou est-ce que c'est la responsabilité de containerd, ou bien est-ce que juste on vit en 2016 et aujourd'hui, c'est pas une machine qu'on cible, c'est un cluster. En fait, aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est un autre niveau d'abstraction. C'est un OS qui
qui permet dans un data center de lancer des process. Finalement, Docker ou tous les mécanismes de conteneurs, on peut les voir comme une super API pour lancer des processus, quoi. Quelque part, Docker Run, ça lance un processus comme on le lance à la main, mais l'idée, c'est vraiment de lancer sur tout son data center, pas juste sur sa machine, quoi. C'est ça le challenge d'aujourd'hui, quoi. Alors aujourd'hui, quand effectivement on veut multiplier les cœurs, on a deux options. La première, c'est de payer très très cher pour avoir un mainframe qui fait ça très bien. Ou la deuxième solution, que le plus beaucoup de gens adoptent, c'est de se dire on va prendre du matériel standard et on va le clusteriser avec les bons outils qui vont bien. Alors quand on parle de clusteriser avec du Linux, alors il y a deux approches, il faut choisir sa pilule. Voilà. Alors là, il y a l'approche de la pilule rouge, je vais te laisser parler puisque c'est toi qui l'as gobé. La pilule rouge, c'est un peu l'approche mainframe, c'est de se dire on aimerait bien avoir une machine, enfin un OS qui nous abstrait la vue de notre cluster. Donc on se connecte à une machine et puis en fait tous les CPU ils ont été regroupés. On n'a pas la vue, on va dire du niveau d'en dessous du système. Ça s'appelle les systèmes single system image, c'est-à-dire qu'on va mettre en cluster plusieurs machines, mais on va avoir l'impression d'avoir un seul noyau Linux qui est réparti sur l'ensemble de notre cluster. C'est la même approche en fait que dans un mainframe. On a une très grosse machine, on ne sait pas où est-ce que les données s'exécutent. Nous, ce qu'on veut, c'est lancer des processus. Donc typiquement, c'est exactement ça, accéder à une grosse puissance de calcul. On veut lancer plein de processus et pas savoir où est-ce que ça s'exécute. En fait. Et ça a l'air chouette, hein. Voilà. Donc du coup, voilà, on va essayer d'installer... À une époque, il y a eu un patch noyau Linux qui essayait en fait de faire ça sous Linux, donc de clusteriser au niveau OS et en fait de donner une vue unifiée de l'OS. Sauf que ça pose énormément de problèmes au niveau système pour implémenter ça. Ouais, c'est un peu difficile, c'est peut-être pour ça que le dernier commit date de 2010 d'ailleurs. Donc le projet a été arrêté en 2010 parce que c'était trop compliqué en fait. Le problème c'est que il faut que le noyau il soit capable de scheduler correctement les threads sur les différents CPU et on ne peut pas vraiment, la migration d'un thread d'une CPU à l'autre, elle peut coûter très cher puisqu'on peut avoir éventuellement besoin de passer par le réseau pour changer directement de machine, pour pouvoir répartir la charge. Donc c'est pas forcément la bonne granularité. Ce qu'il faut en fait comprendre, c'est que le noyau Linux, lui, ne distingue pas la gestion de processus et la gestion de thread. Un thread, en fait, c'est un processus qui partage une partie de la mémoire de son groupe de process. Plusieurs threads sont dans un même groupe, mais à part ça, voilà, il y a un flag quelque part qui dit on est tous dans le même groupe, c'est tout. Et donc, quand on est dans l'ordonnanceur de tâches, et qu'on se dit ouais, mais moi, en fait, je suis sur 5 machines différentes réparties dans le monde, c'est un peu compliqué de se dire mes deux threads, en fait, ils sont là, et ils partagent de la mémoire. Ça crée une toute petite contrainte. Alors, du coup, on a la pilule bleue. Voilà, la pilule bleue, du coup, c'est d'avoir le bon niveau de granularité quand on crée son cluster. Et donc, pour le bon niveau de granularité qui a été un peu trouvé aujourd'hui, en fait, c'est le container, en fait. On va quand même on va avoir un process par machine, par exemple, quand on fait du clustering. Et l'unité de déploiement qui est simple, c'est d'avoir un container qui va être donc schedulé par un système d'orchestration qui prend en compte tout le cluster. En fait, l'orchestrateur, ce qu'il va faire, c'est que lui, en fait, il a des conteneurs qui contiennent potentiellement un certain nombre de process de threads qui sont au niveau de démarrage. Ceux-là vont être traduits sur un ensemble donc, de tasks. Alors, on n'a pas trouvé d'illustration pour un thread noyau, donc on vous a mis le morceau de code qui correspond. Et le rôle de l'ordonnanceur de tâches sur une machine donnée, ça va être de répartir ces tâches sur des CPU. On a grosso modo le même genre de problématique, sauf qu'en fait, on a traité le problème en deux fois. On dit, cette application, c'est un conteneur, c'est un ensemble, on ne peut pas la considérer, la couper en deux sur deux machines. C'est notre granularité de base. Une fois qu'elle est sur la machine, là, on est sur un système Linux standard dont le rôle, c'est de distribuer ça sur les ressources physiques existantes. Et si on veut répliquer, c'est au niveau applicatif qu'il faut qu'on gère la réplication des conteneurs, via 2-3 frameworks qui peuvent aider, évidemment. Alors, du coup, avec toutes ces approches, ces problématiques de savoir dans quel use case on se positionne, il y a un autre axe qui est un petit peu orthogonal, c'est de se dire, en fait, quelle est ma cible ? Est-ce que je fais du conteneur parce que c'est vachement pratique sur mon poste de développement d'avoir deux versions différentes d'Elasticsearch pour tester une migration ? Est-ce que c'est pour faire tourner ma prod ? Est-ce que c'est parce que je veux faire de l'intégration continue, du continuous deployment, et donc j'ai besoin d'environnements qui apparaissent, qui disparaissent au fur et à mesure de mes builds ? Est-ce que je suis sur du cloud ? C'est-à-dire que je suis sur le cloud public, c'est-à-dire que mon concurrent peut très bien tourner sur la même machine que moi, j'ai peut-être pas très envie qu'on soit trop proche l'un de l'autre. Donc là, c'est un autre axe qui va vous orienter dans vos choix. Alors donc on vous l'a dit, on travaille dans une magnifique société. Donc du coup, on va prendre un exemple d'une utilisation des conteneurs donc chez CloudBees, et notamment donc, pour builder le projet Blue Ocean. Alors Blue Ocean, est-ce qu'il y en a qui connaissent Jenkins ?
J'ai l'impression de reposer la question qui a une main. Bon. Est-ce qu'il y en a qui trouvent que Jenkins c'est joli? À quoi? Je ne l'ai pas dit en allemand pourtant. Bon, alors donc ça c'est la nouvelle UI de Jenkins qui pour l'instant est très ciblée sur ce qu'on appelle les Jenkins Pipelines. Mais l'idée voilà, c'est de repenser le truc from scratch en se disant bon les gars, il serait peut-être temps de faire quelque chose et de fournir vraiment une vision très très unifiée et qui corresponde à ce qu'on fait au XXIe siècle. Et donc notre idée derrière tout ça, c'est de se dire il va falloir qu'on sache gérer ce projet en termes de CI. Mais alors, nous effectivement dans CloudBees, vous avez vu il y a Cloud devant. Et donc effectivement, on est sur du cloud public. Mais malgré tout, on veut fournir la puissance aux utilisateurs. On veut que les gens ils puissent effectivement faire joujou pendant leur build, qu'ils puissent construire des images Docker, les démarrer, faire des trucs dessus, sans pour autant risquer de d'écrouler tout le monde. Et pour ça, on va utiliser des conteneurs imbriqués. Donc là, l'idée, en fait, c'est on aimerait bien donner en fait, l'accès à un démon Docker aux utilisateurs pour qu'ils fassent leur build, mais on aimerait aussi, nous, héberger les builds dans un container. Donc du coup, on est obligé de faire des containers dans des containers. Et donc typiquement, c'est quelque chose qui n'est pas bien supporté par Docker. Et nous, on n'a même pas peur. Voilà, on n'a pas peur, on a essayé quand même. Alors si vous recherchez un petit peu la question, comment font les gens pour faire de l'intégration continue Docker sur le cloud, c'est un petit peu le syndrome du marteau. Vous savez, quand on voit des clous et qu'on a un marteau, on voit des clous partout. Quel que soit le problème, c'est un clou. Et ça, typiquement, c'est un phénomène qui est apparu dans l'écosystème Docker parce que donc, Jérôme Petazzoni, dans les premières versions de Docker, a publié un bel article dans lequel il explique qu'on peut faire du Docker dans Docker. C'est utilisé par Docker dans leur build, parce que builder Docker, il faut une version particulière de Go, tout plein de patchs, noyaux, machin, c'est pas super simple. Donc ils se sont dit, on va faire une image Docker pour ça, qui construit le binaire Docker, et c'est ce binaire-là qu'on veut tester. Mais c'est pas celui qui fait tourner le conteneur dans lequel on est. Vous suivez? Donc on va devoir utiliser ce démon Docker pour lancer des conteneurs à l'intérieur de notre conteneur. D'où le Docker in Docker. Alors David Gajou s'est amusé à faire des Docker dans Docker, dans Docker, dans Docker, dans Docker. Je crois qu'il est monté à 17 ou un truc comme ça. Voilà, bon, c'est juste pour le fun. Alors ce qui est marrant, c'est donc 2 ans plus tard, quasiment jour pour jour, Jérôme publie un article en disant « c'est pas parce que j'ai dit ça qu'il faut le faire ». En résumé. Voilà. Alors quel est le problème ? Pourquoi on ne peut pas faire du Docker in Docker? Une raison très simple, c'est que faire du Docker dans Docker, ça nécessite d'être en mode privilégié. Et en France, on n'aime pas ça, être en mode privilégié. En fait, le problème, c'est que quand on veut accéder aux API du noyau Linux qui permettent de construire cette sandbox, ce conteneur, on va avoir besoin d'être root en fait, pour pouvoir construire notre namespace PID, notre namespace cgroup, tous les namespaces qu'on a vus au début de la présentation. Donc ça, il y a un travail qui est fait aujourd'hui dans le noyau pour permettre à des utilisateurs lambda de construire ces namespaces, mais c'est toujours en cours en fait. Et on va avoir besoin de quoi? On va avoir besoin des user namespace, du cgroup namespace, qui est quelque chose qui est pareil, qui vient juste d'être ajouté dans le noyau. Alors ça m'embête parce que c'est-à-dire qu'il y a un 7e namespace et je ne peux plus faire ma boîte à 6 faces. Je voulais en montrer en 4e dimension, ça va être beaucoup plus moche. Mais bon. Et puis de la même manière, en fait, à partir du moment où on est en mode privilégié, on va potentiellement devoir partager tous les file systems qui permettent d'accéder aux propriétés, tout ce qui est proc, tout ce qui est sys, en gros tout ce qui est géré par le noyau. Et ça, c'est pas trop namespacé. Alors c'est à vérifier parce que c'est un truc qui progresse très vite. Voilà, on ne sait plus exactement où c'en est. En tout cas, c'est dans Docker aujourd'hui, le support qui permet de créer ces namespaces et d'utiliser ces nouvelles API là n'est pas complètement fini, je pense. Et puis évidemment, ça dépend de quelle version de Linux vous êtes. Donc effectivement, plus vous êtes une version récente, plus potentiellement vous avez ce genre de patchs qui ont été intégrés et qui facilitent ces choses-là. C'est ce qui est fait typiquement sur les dernières versions d'Ubuntu. Ils sont un peu en avance de phase sur certains patchs. Ouais, c'est eux qui ont développé les derniers patchs. Certains ont été déjà intégrés en mainstream dans Linux, certains sont un peu en avance de phase. Autre souci, si on veut faire du Docker in Docker, c'est donc ce qu'on appelle les storage drivers. En fait, c'est la façon dont Docker va vous permettre à votre process d'accéder au file system. Alors, les Anglais appellent ça un onion file system. Alors, ils ont un meilleur accent pour dire ça, je crois qu'ils disent Union File System. L'idée est très simple, voilà, c'est que vous avez des couches superposées, et la seule à laquelle vous pouvez accéder, c'est la couche externe. C'est la seule que vous pouvez modifier. Toutes les couches internes sont en lecture seule, et accessoirement sont partagées avec les autres conteneurs. C'est ce qui fait qu'effectivement, vous n'allez pas exploser la consommation disque. Là, vous rappelez-vous, on est dans un conteneur, donc on est dans une de ces couches, et on va vouloir lancer un conteneur. Donc il va créer des couches lui aussi. Donc on va faire des couches dans des couches. Alors ça peut faire des oignons très moches comme ça, et surtout ça ne marche pas la plupart du temps. Les mécanismes de type overlay, AUFS et choses comme ça qui existent,
justement, voilà. elle crache directement, quoi. C'est un truc qui permettent pas de faire, il n'y a pas de namespace du storage driver en fait, donc on peut pas créer un storage driver dans le storage driver. Donc du coup, on va devoir en gros débrayer ces mécanismes-là en se disant, il faut que l'accès file system sache faire ce mode imbriqué. Et en fait, on n'a pas 36 solutions, il y en a 2. Voilà, il y en a 2. Donc il y a ZFS qui est un storage driver qui permet de faire en utilisant directement les propriétés natives du file system des file systems en couche. Donc là, on pourrait imaginer donner un bout, faire un namespace de ZFS à un conteneur pour qu'il lui-même crée des couches. Et la deuxième file system qui supporte cette imbrication, c'est BTRFS. Donc c'est un file system qui est en dev, enfin quelques-uns utilisent en prod, mais d'ailleurs c'est encore en dev. Alors ZFS, il a un problème, c'est que en fait, c'est un truc qui vient de Solaris, donc c'est sous licence Sun CDDL, qui est une licence qu'on pourrait résumer en fuck you GPL. Voilà, c'est une licence qui a été faite exprès pour être incompatible avec les GPL, pour que le code ne puisse pas être intégré dans le noyau Linux. C'est la seule raison d'exister de cette licence. Et donc, du coup, le noyau, aujourd'hui, il y a des gens qui utilisent ZFS sous Linux, mais en utilisant, on va dire, juste le binaire, sans qu'il soit vraiment intégré, en limitant les accès aux API qui sont internes au noyau Linux. Et pour pouvoir faire des namespaces... Sinon, c'est considéré comme un travail dérivé du noyau, donc sous GPL. Voilà. Donc on ne peut pas le distribuer, voilà. Pour faire des namespaces dans des namespaces, il faudrait accéder à des API qui nécessitent d'être GPL. Donc du coup, ZFS n'est pas une solution. Donc vous pouvez vous amuser à le compiler chez vous, mais ça ira pas beaucoup plus loin, quoi. Cela dit, c'est très bien. Alors, l'autre option, c'est BetterFS, qui a l'avantage de très bien marcher. Voilà, qui permet de faire de l'imbrication dans de l'imbrication dans de l'imbrication. Donc on peut donner le pouvoir à un utilisateur qui n'est pas root de se créer des sous-file systems dans l'endroit où il a le droit d'écrire. Donc du coup, on peut faire des namespaces, des containers dans des containers. Là, alors c'est pas encore complètement mainstream parce que du coup, comme quand tout le monde dit que c'est pas frais, peu de gens l'utilisent. Donc du coup, il y a moins de retours dessus. Toi, tu l'utilises sur ta machine, mais tu es obligé de la réinstaller une fois. Ça, disons que c'est pas. Voilà. Bon, donc du coup là, vous vous dites, ouais, c'est pas trop une bonne idée en fait, tout ça. Alors, petite parenthèse, on va faire passer ça là-dessus rapidement. Si effectivement, vous, dans votre environnement, chez vous, tranquillement, vous voulez faire du Docker dans Docker, entre guillemets, il y a une approche beaucoup plus simple, c'est ce qu'on appelle les sidecars, c'est-à-dire que depuis un conteneur, vous allez accéder au socket Docker du garde en dessous de la machine pour créer un autre conteneur à côté de vous, et non pas à l'intérieur. Voilà, ça c'est la petite parenthèse. Et à l'avenir, Docker est en train de réfléchir à un truc qui s'appelle l'introspection, c'est-à-dire qu'à l'intérieur d'un conteneur, sous réserve qu'on l'ait démarré avec la bonne option, on ait accès à une API filtrée voilà. Du démon Docker qui permet de dire je fais un Docker PS, je me vois moi. Je fais un Docker run, j'en lance un deuxième, je refais un Docker PS, je vois moi et lui. Par contre, je ne vois pas tous les autres. Quelque part, faire un namespace de l'API Docker qui est accessible à l'intérieur d'un conteneur pour avoir une pseudo-isolation et garder cet aspect de sécurité. Voilà, fin de la parenthèse. Voilà. Et donc, en bref, avec tous les trucs qu'on a pu raconter, en fait, on n'a plus juste un marteau, nous. On a tout plein d'outils et on aime bien jouer avec les outils. Alors, la première chose, d'une part, c'est qu'on pourrait se dire, ok, c'est bien sympa votre truc, mais pourquoi pas juste des VM ? Vous voulez isoler les gens, mettez dans des VM, ils ont un Docker, ils font ce qu'ils veulent dedans. Oui, tout à fait. Il y a des gens qui savent démarrer des VM très rapidement. Donc on est à Nantes, donc il y a des gens de Clever Cloud peut-être dans la salle qui en profiteront pour faire leur pub. Sinon je viens de le faire. On a une présentation de Google Cloud. Vous avez vu à quelle vitesse on démarre une VM sur Google Cloud. Enfin c'est pareil, c'est un truc, un appel d'API. Dans les 10 secondes qui suivent, on a une machine. Donc ça c'est une solution qui va très très bien et qui accessoirement est plutôt simple à mettre en œuvre. Après, nous, on a voulu jouer un peu plus. Voilà, et donc parce que nous, accessoirement, nous, on tourne sur Amazon. Donc, effectivement, démarrer une VM sur Amazon, c'est pas tout à fait pareil. Pas trop. La nested virtualization, c'est pas quelque chose qui fonctionne très bien. Donc, du coup, il y a la solution de faire du conteneur dans du conteneur. Pour nous, c'était obligatoire. Et donc, de LXD, donc un produit qui est écrit par Pierre Canonical et qui est fourni dans Ubuntu, permet justement de créer un conteneur qui va autoriser l'utilisation de Docker, en fait, en utilisant justement ces mécanismes de user namespace et group namespace, ce qui manque à Docker, pour permettre à un démon Docker de fonctionner en mode non-root et de créer tout ce qui va bien pour quand même faire du container dans du conteneur. Et donc pour de la CI, ça va nous permettre d'offrir à des utilisateurs un accès à Docker dans son container de build. Donc ça, effectivement, aujourd'hui, c'est disponible sur les dernières versions d'Ubuntu. Vous utilisez LXC directement pour démarrer un autre Ubuntu dans votre Ubuntu, dans lequel vous allez pouvoir installer le paquet Docker, qui n'est pas encore le Docker officiel. Il y a 2-3 patchs qui ne sont pas encore approuvés par Docker Inc., mais il y en a déjà un bon paquet qui sont passés. La majorité était... Et donc, tu avais fait la liste, et au fur et à mesure, on voit que ça check.
Et en fait, l'idée, voilà, c'est tout ce qu'on va appeler les conteneurs non privilégiés, tous ces mécanismes-là qui font qu'un conteneur peut démarrer un conteneur, qui peut démarrer un conteneur sans avoir besoin d'être dans des modes assez hallucinants. Donc quand on combine tout ça, donc ce qu'on a fait, c'est que donc on est sur EC2, on démarre des conteneurs LXD, dans lequel on va démarrer du Docker, dans lequel on fait toute notre partie CI. Pour le build, les gens qui ont un pipeline de build vont pouvoir utiliser leur build avec Docker et créer une image Docker qu'ils vont pouvoir après passer sur leur environnement de dev, de test, etc., etc. Alors pour que ça marche, effectivement, on a utilisé BetterFS. Alors on vous l'a dit, BetterFS, c'est pas considéré comme suffisamment super sécure pour de la production. Rappelez-vous, nous on fait de l'intégration continue. C'est-à-dire qu'au pire, si une machine venait à exploser en vol, parce que là, quand le file system part en vrille, cherchez pas à récupérer, quoi, hein, c'est poubelle. C'est pas des données qui sont importantes qui sont stockées avec BetterFS, donc si ça crash, on crache la machine. Voilà, au pire, le build, il est en un statut indéterminé, on en relance un, voilà, ça va pas beaucoup plus loin que ça, quoi. Puis, de toute façon, c'est tout scripté, donc on peut facilement réallouer des machines. Et donc, pour résumer un petit peu, si effectivement vous êtes dans cette problématique de vous dire j'ai besoin de faire du Docker, ou autre d'ailleurs, de faire du conteneur à l'intérieur d'un autre processus d'isolation. La façon la plus simple, effectivement, c'est cherchez pas, hein, vous faites des VM, ça marche très bien et on va pas plus loin. La deuxième option, effectivement, Docker dans LXD, on vous l'a dit, c'est quelque chose, c'est pas encore la version officielle de Docker, mais bon, c'est une histoire de moi. Et puis accessoirement, c'est super bien documenté. C'est-à-dire qu'il suffit de suivre la doc, de taper les commandes qui sont marquées dedans, et ça marche. Si j'avais écrit des documents de mise en prod comme ça, moi j'aurais été vachement fort. Bon. Et puis sinon, il y a plein de trucs qui sont amenés à arriver, tout ce qui va être Docker dans quelque chose, ou je ne sais quel système de conteneur dans un autre. C'est aujourd'hui la problématique qu'on se pose, nous, quand on entend parler de Mesos ou de Kubernetes qui font leur propre runtime de conteneurs. On se dit, ça serait bien qu'on puisse faire des builds dans des conteneurs Mesos. Mais si à l'intérieur de mon build, j'ai envie de faire du Docker, je fais comment? Parce que c'est plus du Docker. Donc ça pose certaines interrogations. Et il nous reste très peu de temps, mais j'avais prévu quand même de faire plaisir à Johan, et donc je vais quand même sortir un petit Nyan 4. Merci Nico, merci. Je sais que ça t'aurait manqué quand même. Je pense qu'on a fait... Voilà, et bien si vous avez des questions, on se fera un plaisir d'essayer d'y répondre pendant les quelques minutes qui nous restent. Ouais. Merci bien. Merci. Un petit muscat? Du coup, là, maintenant, je peux. Pas de questions, du coup? On vous a tous perdus? Si? Une question? Ouais. Ouais. Alors, unikernel dans tout ça. Alors, unikernel, on a parlé tout à l'heure de Clear Container Run-V, dont l'idée, c'est de prendre l'image de conteneur et de la faire tourner sur un hyperviseur. Alors, unikernel, ça va un peu plus loin. Ça consiste à dire, on a un applicatif qui fait des appels noyaux. Et si on prenait la liste des appels noyaux qui sont vraiment nécessaires à cet applicatif, qu'on virait tout le reste, qu'on mettait tout ça dans un seul binaire et qu'on le faisait tourner sur un hyperviseur. Après tout, pourquoi pas, hein? Bon, y en a qui le font vraiment, en fait. Voilà, c'est ça, en fait. Accessoirement, la boîte a été rachetée par Docker, parce que c'est quelque chose qu'ils aimeraient bien pousser aussi, et puis accessoirement parce que les mecs sont quand même très très bons. Donc c'était quand même une acquisition en termes d'engineering qui avait beaucoup de sens. Alors, j'ai pas du tout de retour des gens qui utilisent ça concrètement en prod. Donc j'ai aucune idée de savoir si c'est fiable ou si c'est une réalité. Mais en tout cas, oui, c'est pas quelque chose de tout neuf. Bon, je pense que les mecs qui bossaient là-dessus, forcément, maintenant ils bossent chez Docker, ils bossent un peu moins là-dessus. En tout cas, c'est une approche qui est assez étonnante et qui a l'air de faire le boulot, quoi. Oui. Alors, la question à Docker dans un Docker, c'est pas faisable ou c'est pas conseillé? C'est faisable si tu veux juste faire joujou sur ton poste pour voir si ça marche. Alors, aujourd'hui, si tu veux faire... Donc, BetterFS, ça rend les choses possibles. Maintenant, si tu veux faire du Docker dans Docker, ça va nécessiter d'être en mode privilégié. Ce qui veut dire que tu auras rajouté une couche d'isolation avec le premier niveau de Docker qui, en fait, est relativement inexistante. Le mode privilégié, en gros, c'est OK, on a mis un namespace, par contre, on n'a rien arrêté, en fait. Tu fais ce que tu veux en dessous. Donc, tu as mis un Docker cert, qui isole de rien, dans lequel tu fais tourner un Docker. Donc, le cas d'usage qui est « je suis Docker Inc. et je suis en train de builder Docker à l'intérieur d'un conteneur qui lui-même va démarrer des Docker », à part les gens de Docker, personne ne l'a, ce problème-là. Donc là, pour eux, il a du sens.
Pour tous les autres cas où tu te dis ben, je suis dans un conteneur qui aurait besoin à un instant T d'un autre conteneur, une solution qui juste marche à tous les coups, c'est de dire je vais demander au démon Docker qui me fait tourner moi d'en lancer un deuxième à côté en partageant ce qu'il faut en termes de réseau, de port, de je ne sais quoi, pour que je puisse communiquer avec. Parce que en fait, donner l'accès à Docker, quelque part, c'est donner l'accès à toute l'API. Donc quelqu'un qui a un accès Docker peut lancer par exemple un conteneur en privilégié en fait. Et du coup, quelque part, avoir l'accès à Docker, c'est être root sur une machine. C'est ça qu'il faut se dire en fait. Accès Docker égale root. Donc en fait, si tu donnes ça, tu donnes root à la machine. Donc du coup, tu peux pas faire retourner plusieurs choses où tu veux de l'isolation en fait. Oui, parce que là, à ce niveau-là, c'est-à-dire que accès au Docker, enfin, tu fais un Docker PS depuis un conteneur pour lequel tu as donné l'accès, tu vois tout ce qui tourne sur la machine. Du coup, ça a juste un intérêt, ce qui est lié à ton utilisation à toi. Donc potentiellement, si tu dis je vais faire un peu de ménage, allez hop, Docker kill, peut-être que tes petits copains vont apprécier modérément. Sur une machine de dev ou de test où tu sais, où tu maîtrises la population qui accède à la machine, ça peut avoir du sens et ça peut être très pratique. Au contraire, il faut le faire si ça a du sens pour toi. Par contre, sur quelque chose où on veut isoler les gens les uns des autres, c'est pas acceptable en fait. Eh bien, 17h10, je crois que c'est l'heure d'aller boire un coup. Bah, c'est bien d'ailleurs. Merci à tous. Allez.